Code Composer Studio. Survol de CCS pour développeurs habitués à utiliser Microsoft Visual Studio. Le Code Composer Studio de Texas Instruments, que nous désignerons par l'acronyme CCS, est un outil gratuit pour développer des logiciels destinés à certains de leurs microcontrôleurs, aussi dits MCU, tels que sur les Launchpad Kit pour MSP430, MSP432 et autres. Ces kits d'évaluation sont à coût réduit et sont complets avec tout ce qui est requis pour s'interfacer avec un ordinateur, incluant une sonde JTAG des plus utiles pour débugger les applications qui, typiquement, doivent se dérouler en temps réel. On connaît probablement l'interface développée par Arduino pour développer des applications sur divers Atmega. On peut utiliser une interface similaire pour les kits d'évaluation, ou Launchpad, de Texas Instruments. Mais ici, on présente plutôt une interface qui ressemble davantage au logiciel de Microsoft Visual Studio, du moins, au premier coup d'œil. Avant d'utiliser un tel logiciel, il faut l'installer sur son ordinateur. Le logiciel est gratuit et disponible sur le site de Texas Instruments, soit ti.com. On peut effectuer une installation minimale sur son ordinateur ou une installation complète. L'installation minimale présuppose une connexion Internet lors de son utilisation subséquente. Dans les deux cas, on peut n'installer que les fichiers requis pour les MCU auxquels on est intéressé, quitte à en ajouter par la suite. Texas Instruments ne développe plus de simulateurs logiciels pour ses MCU, mais offre des solutions matérielles à faible coût pour compenser et ainsi permettre une expérimentation aisée et réaliste. Une fois l'installation terminée et les initialisations personnalisées, le démarrage de CCS version 10 est peu intimidant. Mais avant de démarrer un nouveau projet, observons que la barre d'outils peut se modifier d'elle-même tout dépendant du contexte où on en est rendu. Texas Instruments, ou TI, ou encore dit simplement Texas pour les intimes, ne parle pas de contexte mais de perspective. Inutile de paniquer si l'espace visuel change la disposition des fenêtres, c'est selon la perspective de l'instant et une fois la surprise passée, on s'y accommode fort bien. Si on désire revenir à la fenêtre de départ, quel que soit le contexte, et même si l'onglet « Getting Started » n'est plus visible, parce qu'on l'a supprimé ou parce que la perspective le cache, on peut la retrouver sous le menu « Help ». Lors de notre exploration, il peut arriver qu'on désire faire apparaître une perspective, même si elle ne fait aucun sens en soi. Après tout, c'est l'essence même de la curiosité. On peut y parvenir par accident ou tout simplement de façon reproductible via le bouton Ad hoc sur la barre d'outils. Pour simple expérimentation, je poursuis en demandant la perspective Debug. Comme il n'y a pas de code à débugger, c'est très vide et vide de sens. Mais ça utilise de l'espace visuel, pour ne pas dire que ça encombre. La meilleure façon de s'en débarrasser, si ça arrive par accident ou autrement, c'est via la barre d'outils. Un clic du bouton de droite sur le bouton iconique de la perspective présente le menu contextuel, on peut réarranger la perspective désignée à notre goût, on peut la réinitialiser, on peut la fermer, ce qu'on fera, pour récupérer l'espace visuel. Et si on a fermé la fenêtre « Getting Started », on la réouvre via le menu principal, sous Help. Une fois qu'on sait comment s'extirper des perspectives, l'exploration d'un non-initié est nettement plus agréable. Bien sûr, démarrer un nouveau projet est certainement notre but ultime, mais j'aimerais préalablement attirer l'attention sur les autres points mis de l'avant. Il arrive qu'une ressource donnée, telle que le GUI composé, soit accessible depuis plusieurs points d'accès. Le EX Forum est un lieu d'échange entre experts et utilisateurs pour discuter de problèmes ou clarifier des spécifications. Le User-S Guide est le manuel d'utilisation pour le CCS lui-même. Le groupe Tools et Add-ons permet de peaufiner l'environnement accessible par CCS. Simple Link Academy est spécialisé sur les interactions sans fil. Le Resource Explorer est accessible depuis plusieurs points d'accès. Il contient non seulement la documentation technique, le manuel d'utilisateur et les notes de revision de chaque kit, mais aussi donne accès à de courts programmes complets illustrant l'utilisation d'un périphérique du kit de notre intérêt. Le problème majeur pour le non-initié est de s'y retrouver. Ainsi, pour la documentation du MSP432P401R, si ça démarre bien pour trouver MSP432, c'est que ça se complique un peu pour la suite, la première fois du moins. Avec un peu de curiosité et de patience, on devrait y parvenir sans trop de clavier volant par la fenêtre, ni d'os fracturés.
Si on passe maintenant à la création d'un nouveau projet, une première différence avec Microsoft Visual Studio, c'est qu'il faut être relativement spécifique au matériel qu'on désire utiliser. En effet, un MCU est plus qu'un CPU, c'est tout un ordinateur, sauf clavier et moniteur. On doit donc définir la quantité de mémoire et les autres périphériques présents. Et quand je dis nous, c'est en fait un fichier .h qui sera inclus pour nous. Nous pourrons alors utiliser des noms symboliques de sorte qu'en changeant de matériel, on n'aura qu'à changer pour le fichier .h approprié, du moins tant qu'on sera dans la même famille. Ou mieux, démarrer un nouveau projet pour ce nouveau matériel et importer le projet initial, soit par un lien, soit, moins avantageux si on prévoit des mises à jour, avec une copie. On peut également importer un de nos projets existants avec le lien Import Wizard, ce qui est identique à Import Project de Getting Started. On peut farfouiller les divers exemples fournis sous Ressources Explorer. On retrouve ces exemples sous la rubrique Software. Les exemples sont regroupés en deux catégories, ceux impliquant un système d'exploitation, un OS, pour Operating System, assurant un temps de réponse déterminable, un RTOS, Real-Time OS, d'une part, et, d'autre part, les exemples sans ce système d'exploitation, les exemples no RTOS. Les exemples fournis en no RTOS illustrent éventuellement une programmation au niveau des registres matériels. Cette façon de faire est encore utilisable pour les cas simples, mais il devient plus agréable si on utilise les macros prédéfinis. On peut également opter pour des exemples utilisant des librairies plus évoluées, avec des noms de variables et de procédures plus descriptifs, même si leur verbosité finit, parfois, par laisser une lourdeur dans l'atmosphère, avec une impression de code dont la finalité est obscure. Et l'information dans les commentaires interfère avec celle dans les noms des symboles. Mais c'est un style agréable quand on est conscient de ses possibles inconvénients. Ainsi, on peut comparer les deux exemples ci-contre, l'un utilisant les registres directement, avec des macros, alors que l'autre utilise une méthode sous la rubrique « driver ». Il arrive qu'on utilise les registres lorsque le périphérique est simple de programmation, alors que les librairies plus avancées sont plus utiles lorsque les divers paramètres peuvent s'entrechevêtrer, puisque l'intelligence des implications est probablement déjà bien codée par la librairie. On ne saurait oublier de mentionner qu'il y a également d'intéressants vidéos et tutoriels, parfois sous forme de laboratoires présentant des expérimentations, principalement sur des points précis et plus avancés, en relation avec des spécificités et autres. Il est bien de les revisiter de temps à autre. On peut également peruser les forums de dépannage pour vérifier si un autre utilisateur n'a pas déjà eu le problème auquel on est confronté, et si oui, si une réponse s'y trouve élaborée. Si on revient à la création de projet, nous créons un projet vide mais avec la procédure main, point d'entrée pour l'exécution de notre programme. Par comparaison avec l'interface Arduino, cette procédure est un peu le pendant du setup, et, quant à la boucle, il faut nous-mêmes la définir, généralement à l'intérieur de main, avec une structure while true, par exemple. Dans ce cas, une ligne de code est incluse par CCS, soit une instruction, au niveau des registres, qui a pour but de désactiver le watchdog. En effet, le watchdog c'est une interruption de très haute priorité qui lève un drapeau, un bit en position bien connue si on préfère, et ce, à intervalles fixes. Lorsque l'interruption survient, le hardware, le matériel, vérifie que ce drapeau est alors abaissé. Si ce n'est pas le cas, c'est que personne n'a abaissé le dit drapeau et donc, il présuppose que le MCU est entré en un mode où il ne peut plus rien faire. Le watchdog redémarre le système, tout comme dans le cas où on appliquerait le courant. Évidemment, un tel watchdog ne fait pas vraiment de sens quand on essaie de déterminer les bugs possibles, lorsqu'on explore les valeurs de nos variables et autres périphériques. On ne veut pas d'un watchdog qui nous redémarre le kit sous le nez. Personnellement, je préfère toujours voir le contenu du projet, soit le Project Explorer, qu'on peut ajouter à l'espace visuel, si ce n'est pas déjà le cas, depuis le menu principal sous View. La structure présentée par cet explorateur correspond à celle sur la structure de sauvegarde utilisée, disque rigide ou SSD. On peut y amener des fichiers existants soit par l'interface, soit par commande au niveau du système d'exploitation. On a ajouté quelques lignes de code pour illustrer quelques points lorsqu'on travaille avec des bits en C ou C++. Une fois le code écrit, la première étape est celle de compiler le dit code.
On peut soit utiliser l'icône du marteau sur la barre d'outils, soit à partir du menu principal, sous projet. Il arrive souvent qu'il y ait des erreurs, des avertissements, warnings ou des suggestions. Ces commentaires du compilateur apparaissent dans la fenêtre console. Comme ces commentaires peuvent devenir verbeux, il arrive souvent que les messages d'erreur ne soient plus visibles. Heureusement, on peut naviguer à l'aide de la barre d'outils de la fenêtre de la console pour se diriger directement vers les erreurs obtenues. Ayant obtenu une compilation sans erreur, on peut passer au déverminage même. On lance le processus en appuyant sur l'image du tic sur la barre d'outils principale. Après quelques étapes intermédiaires automatiquement effectuées par l'environnement, l'exécution du code s'arrête, par défaut, à la première ligne suivant le point d'entrée, la ligne void main void. Ajouter la perspective CCS Debug ajoute automatiquement quelques fenêtres additionnelles. Si jamais on les a fermées dans une expérimentation antérieure, on peut toujours revenir à la configuration par défaut de la perspective à l'aide d'un clic de la souris sur le bouton de droite, sur l'icône appropriée de la perspective. Le menu contextuel nous offre la possibilité de faire une réinitialisation, un reset. Par défaut, on devrait avoir la fenêtre des variables utilisées par notre code, une fenêtre expression qui nous permet de monitorer des expressions autres que le contenu de variables, et une fenêtre register qui nous permet d'explorer les nombreux, et le mot nombreux est faible, registre du MCU. D'autres fenêtres peuvent s'ajouter depuis le menu principal, sous l'item View. Mais dès maintenant, un non-initié peut avoir plusieurs questions à l'esprit. Une de ces questions est à propos des symboles tels que bit 0. Que représentent-ils et surtout, quels sont ceux qui sont à notre disposition? CCS utilise de nombreuses fenêtres, barres d'outils, menus et menus contextuels. Entre autres, les menus contextuels, qu'on active en pointant un objet graphique et en cliquant sur le bouton de droite de la souris, s'appliquent aux mots dans le texte du code. Ce menu contextuel ne dépend pas de la perspective actuellement visée. Nous sommes actuellement en debug, mais on aurait pu le faire aussi à l'étape d'écriture du code. Le menu contextuel d'un mot ou d'une expression présente plusieurs opportunités. Dans le cas de bit 0 qui est un symbole, on peut désirer connaître sa définition de par l'option Open Déclaration du menu contextuel. Dans ce cas, bit 0 représente un double octet, ou 16 bits, et où le bit mineur est un 1, les autres 15 bits sont des 0. Cette définition est obtenue du fichier MSP432P401R.H, un fichier qui fut inclus pour nous, par CCS, lors de la création du nouveau projet. Notons que bit 0 est une macro puisque définie par dsdefn. Rappelons qu'une macro est en fait une simple substitution de caractères. Dans une première exploration du texte, le compilateur remplace toutes les fois où bit 0 apparaît dans le texte original par l'expression plus alambiquée fournie. Ceci ayant été fait, les explorations subséquentes par le compilateur ne voient plus du tout ni ne savent plus ce que bit 0 peut représenter. Ni le processus de debug ne le sait. On ne peut donc pas faire intervenir bit 0 dans une expression à monitorer dans le processus de debug, par exemple. Ajoutons qu'il n'y a pas de point-virgule à la fin d'un dsdefn. Une macro est une simple substitution de texte. Y ajouter un point-virgule ferait que le point-virgule serait lui aussi partie prenante dans la substitution de texte. Une fenêtre qui n'est pas affichée par défaut par la perspective CCS Debug est celle qui donne le code assembleur généré, avec commentaires et points de repère. On peut l'activer depuis le menu principal sous View, puis Disassembly. La ligne sur fond verdâtre nous indique la prochaine instruction qui sera exécutée si on appuie sur la petite flèche verte de la barre d'outils. Et, d'avance, pour exécuter la prochaine ligne du code CC++, c'est la même flèche, mais jaune, tout en haut, sous le menu principal. Mais un petit point d'intérêt, c'est la ligne 10 de notre code CC++ qui fait intervenir 3 fois l'opérateur binaire logique OU. Comme ces OU ne font intervenir que des constantes, le compilateur s'en est rendu compte et a généré le code assembleur qui fait intervenir ce résultat, constant, plutôt que de demander au MCU de l'évaluer lors de l'exécution en temps réel. En effet, le code produit charge une constante, 0x55, dans le registre tout usage R0 puis, dans une seconde instruction, sauvegarde, via un store, la valeur de R0, en fait les 8 bits mineurs du registre de R0, en mémoire.
Morale de l'histoire, ne pas hésiter à utiliser du code C++ clair et facile à comprendre, même s'il implique des opérations à effectuer. Si ce ne sont que des constantes, le compilateur s'en charge très bien, inutile d'optimiser à sa place, au risque de perdre le sens de ce qu'on désire faire exécuter. Ici, aurait-il été plus simple d'écrire directement 0x55 au lieu de spécifier qu'on voulait les bits 0, 2, 4 et 6 mis à 1? Un autre point d'intérêt est l'opérateur ou égal. Plusieurs se sont posé la question à savoir si c'est une opération ou trois opérations. Pour l'architecture ARM, c'est trois instructions. La première instruction consiste à aller chercher, load, le contenu en mémoire désiré et de l'amener dans le registre R0. La seconde instruction est d'effectuer le OU logique. Dans le cas actuel, le second argument du OU logique est fourni par la valeur 2. Il n'y a donc que le registre R0 qui est impliqué en plus de cette constante. La troisième instruction est de sauvegarder, store, le résultat en mémoire. Revenons sur le processus de debug. Nous fermerons momentanément la fenêtre du code assembleur pour se concentrer sur le mode pas à pas du code C++. En absence de point de contrôle, ou breakpoint si on préfère, on peut quand même utiliser les flèches jaunes, pas à pas, de la barre d'outils principale. Notons également le bouton en carré rouge qui nous permet de mettre fin au processus de debug. En cela, CCS ressemble à Microsoft Visual Studio. Comme la ligne de code qui désactive le watchdog n'est pas encore exécutée, ce dernier aurait dû redémarrer le kit puisque cela fait beaucoup de temps que nous avons démarré le code, sans désactiver le watchdog. En fait, en mode debug, le JTAG, la grosse galette de silicium, pratiquement plus grosse que le MCU lui-même, intercepte les signaux de plusieurs horloges tant et si bien que les compteurs de tic-tac, les chronos, ou timers si on préfère, et certaines horloges dépendantes des divers cristaux, ne voient pas le temps passer. Cela vaut également pour le watchdog. Par contre, un condensateur externe au kit, lui, continue de faire ce que fait un condensateur, et continue de se charger, ou de se décharger, si c'est dans sa configuration, puisque son comportement n'est pas relié à un signal passant par le JTAG. Le JTAG est à intrusion minimale par rapport au comportement en temps réel, même en mode de debug, mais cela ne vaut que pour le MCU et ses périphériques. Pour le moment, exécutons pas à pas les lignes 9 et 10. Si vous avez effectivement exécuté cette manipulation, vous aurez remarqué que la colonne, sous le titre Value, est devenue entièrement sur fond jaune lorsque les valeurs des variables s'est initialisées à 0 et, qu'après la ligne 10, la valeur de flag bit pair est sur fond jaune. En fait, CCS utilise le fond jaune pour indiquer que la valeur vient d'être modifiée. C'est pratique. Par contre, il est des plus probables que la valeur ne sera pas formatée en binaire. Comme nous allons travailler au niveau des bits, c'est le format approprié. Mais comment procéder? C'est relativement simple et pratiquement une règle avec CCS qui utilise les menus contextuels obtenus d'un clic du bouton de droite de la souris. Il s'agit d'utiliser le menu contextuel lorsqu'on est dans la case de la valeur de notre intérêt. Ce n'est pas particulier à CCS, mais puisqu'on y est, parlons-en. On a utilisé bits 0, 2, 4 et 6, mais la valeur obtenue place des 1 en position 1, 3, 5 et 7. Il va de soi que les positions augmentent depuis la droite vers la gauche, contrairement au sens de l'écriture, du moins, dans la tradition européenne, mais tout comme le font les unités, les dizaines, les centaines, et ainsi de suite, plus elle est à gauche, plus elle a de poids. Le numéro de position est donc impair pour les bits dont leur numéro, lui, est bien pair. Ainsi, le bit 0, celui qui correspond aux unités dans un nombre en base 10, et le bit mineur, celui qui a le moins de poids. Les bits pairs, donc les bits en position impaire, ont maintenant leur valeur mise à 1, alors que les 4 autres bits de l'octet ont leur valeur à 0. Nous allons maintenant faire la différence entre l'opérateur non, symbolisé par une petite vague, tilde en anglais, et l'opérateur de négation point d'exclamation, ou bang en anglais. Le premier modifie chaque bit individuellement. Le second considère la totalité du nombre, ici, un entier à 8 bits devient l'ensemble considéré. Le non, bit à bit, représenté par le symbole d'une petite vague, change chacun des bits du nombre considéré. Comme on a défini flag bit impair comme un octet, ou un entier de 8 bits sans signe, les its bits seront modifiés.
Utiliser le point d'exclamation considère le nombre comme une valeur qui est soit vraie, soit fausse. Presque tous les langages de programmation considèrent que 0 est faux et que n'importe quoi d'autre est vrai. Par contre, ils diffèrent sur ce qu'ils génèrent comme valeur binaire comme réponse à « Est-ce que 4 est égal à 4 ?» Quoi qu'il en soit, ici, flag bang bit pair n'était pas identiquement un 0. Il était donc considéré comme une valeur vraie. La première négation booléenne la modifie en faux et la seconde négation booléenne la remodifie en vrai. Et dans ce cas, on peut conclure que « vrai » est représenté par un bit 0 à 1 et les 7 autres bits à 0. Mais il est fortement suggéré de ne pas se fier à cet état des choses. Seule la règle du « S0 ou autre chose » s'applique. Considérons les assignations comme telles, au niveau des bits individuels. On ne peut pas écrire un bit individuellement, en mémoire vive. Du moins, on ne le peut pas en absence de bit banding. La plus petite entité qu'on peut écrire c'est un octet, ou 8 bits, ou un byte en anglais. On ne peut pas dire écrit un 1 sur le bit 5. Mais alors, pourquoi peut-on écrire flag temp égale à bit 5? C'est que c'est de tous les 8 bits qu'il s'agit. Bit 5 représente comme tel 8 bits, dont 7 sont à 0 et seul d'entre eux, le bit 5, est à 1. L'assignation assigne les 8 bits, pas que le bit 5. Lorsqu'on réassigne par bit 2, on réassigne les 8 bits. Le bit en position 6 de la constante bit 2 est un 0, et ce 0 écrasera le 1 qui se trouve dans cette position depuis la assignation précédente. Si ce qu'on désire c'est de n'assigner que le bit 1 à la valeur 1 sans affecter les 7 autres bits, il ne faut pas faire une assignation simple, mais bien de faire un ou assigner le caractère ou suivi du caractère égal. On peut également utiliser la formule équivalente, un peu plus longue, soit flag temp égale flag temp ou bit 1. On rappelle que la ligne sur fond vert est la prochaine à s'effectuer, elle ne l'est pas encore. C'est important quand on regarde les valeurs des variables. On vient de voir comment assigner un bit à 1, sans modifier les 7 autres bits d'un octet. Mais comment assigner un 0 à un bit sans modifier les 7 autres? La solution la plus simple est encore d'utiliser le bit banding, mais c'est pour plus tard. Une façon plus fastidieuse et qui fonctionne même lorsque le bit banding n'est pas disponible, c'est d'utiliser le signe et suivi du égal, suivi de la vaguelette. Ainsi, si on veut changer le bit 2 par un 0, sans modifier les 7 autres bits. La constante bit 2 contient un 1 pour le bit 2 et des 0 pour les 7 autres bits. Le résultat de vaguelette bit 2 donne un 0 pour le bit 2 et des 1 pour les 7 autres bits. Utiliser le et, bit à bit, avec ce dernier résultat nous ne modifie que le bit 2, pour un 0, tel que désiré, sans modifier les 7 autres bits. Mais attention à bien utiliser la vaguelette, non le point d'exclamation. Car le point d'exclamation agit au niveau de tout l'octet, c'est la négation de quelque chose qui est soit 0 ou soit autre chose. Le point d'exclamation n'est pas une négation bit à bit. Maintenant, pour faire alterner un bit, c'est-à-dire de changer un 1 en 0 et si c'est un 0, le changer pour un 1. La vaguelette est là pour cela, non? En effet, mais la vaguelette affectera tous les 8 bits de l'octet, pas seulement celui qui nous intéresse. La vaguelette fonctionnera à merveille avec du bit banding, mais nous voulons une solution générale qui n'y a pas recours. Alors, que faire? Il existe un opérateur logique qu'on appelle le ou exclusif. En fait, on aurait pu l'appeler différent, car son résultat est le même. On définit le ou exclusif comme étant vrai si et seulement si un seul des deux arguments est vrai. Lorsque les deux sont vrais, le résultat est la valeur fausse. Un peu comme dans est-ce mardi ou est-ce mercredi que ça s'est produit? Celui qui pose la question s'attend visiblement que ça ne s'est pas produit, et le mardi, et le mercredi. En C et C++, le symbole pour cet opérateur est l'accent circonflexe. On peut également ajouter des breakpoints, points d'arrêt ou de contrôle. Tout comme avec Microsoft Visual Studio, une façon de faire est de cliquer sur le bouton de droite de la souris lorsqu'elle repose sur le ruban bleu et vis-à-vis la ligne où on désire établir le breakpoint. Sous CCS, on peut avoir de 4 à 6 breakpoints matériels, tout dépendant du kit matériel utilisé, et un nombre pratiquement illimité de breakpoints logiciels, mais ces derniers se doivent d'être en mémoire où on peut écrire.
Les breakpoints supportent des tests logiques, des validations, et ces tests doivent être vrais pour que le breakpoint s'enclenche. Mais les breakpoints peuvent supporter d'autres actions que l'arrêt. Les options sont disponibles sous la rubrique Propriétés du breakpoint. Entre autres, le GEL, ou General Extension Langage, qui est défini en section 7.9 du User Guide, peut être utilisé. C'est un peu le pendant d'un script. Si le skip count est différent de 0, le breakpoint n'entrera pas en action avant que le programme n'ait entré par ce point et validé la condition, s'il y en a une, ce nombre de fois. Ainsi, si ce nombre est de 4, l'action ne s'effectuera que la 5e fois pour laquelle on passe par ce point tout en ayant la condition validée. D'autres possibilités de Code Composer Studio sont offertes. Entre autres, on peut, en mode debug, obtenir une représentation graphique des valeurs en mémoire, un peu comme un oscilloscope le fait, dans le domaine du temps, ou dans le domaine des fréquences, ou en mode XY. Je ne peux que suggérer de consulter le User Guide, section 7.7 pour ces graphes. Cette présentation ne se voulant qu'un bref aperçu, relativement indépendant du kit de développement utilisé, pour plus de détails, consultez la documentation, les tutoriels et autres ressources, principalement en anglais par contre.